Alors David Elbaz, vous le connaissez, il est astrophysicien au CEA, directeur scientifique du département d'astrophysique. Il est aussi directeur de la rédaction de la revue professionnelle Astronomie et Astrophysique, alors ça parlera plutôt aux astrophysiciens qui sont dans la salle, membre de l'Académie des sciences européennes et lauréat du prix Jaffé de l'Académie des sciences et du prix Chrétien de la Société américaine d'astronomie. Ses recherches portent sur l'observation de l'univers lointain, la naissance des étoiles et des galaxies. Et il a un goût certain pour le partage de connaissances, puisqu'il est l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier est La plus belle ruse de l'univers, qui vient de paraître. Mais aussi, et c'est plus rare pour un astrophysicien, il est auteur de plusieurs spectacles qui mêlent la science à l'art, la magie, la jonglerie, la musique. Alors bon, ce soir, on sera sur un format plus traditionnel. Il n'y aura pas de jonglerie, pas de magie, a priori en tout cas. Mais je ne doute pas que vous serez envoûtés par cette conférence qui laisse cette jolie phrase en suspens, qui est aussi le sous-titre du dernier livre de David Elbaz, « Et si l'univers avait un sens ?» Donc 1 heure pour cette conférence. Merci David. Alors, je vais pratiquer un exercice que je n'ai jamais pratiqué. Je vais essayer de vous parler sans utiliser de diapositives pour illustrer mon propos, parce que je me suis rendu compte que parfois on se laissait un peu guider par les diapositives, par les images. Et là, j'aimerais vous transmettre un message qui me semble important. Et donc, j'ai envie d'être clair sur ce message. On vient de fêter les 30 ans du télescope spatial Hubble, qui a révolutionné un peu notre regard sur l'univers. Le télescope spatial Hubble a été lancé en 1990 et il a observé le ciel jusqu'à encore aujourd'hui. Donc en 2020, on a fêté les 30 ans. Et il a fait des découvertes remarquables. Par exemple, il a montré qu'il y avait des trous noirs massifs, des trous noirs galactiques au centre de toutes les galaxies dans l'univers. Et donc que les trous noirs étaient analogues au noyau d'un abricot. Quand vous prenez un abricot, il y a toujours un noyau dedans. Et il y a un lien intime entre le trou noir et la galaxie qui reste mystérieux aujourd'hui, sur lequel on réfléchit. Est-ce que le trou noir participe à la naissance des galaxies? Est-ce qu'il participe à la mort, au fait qu'elles deviennent stériles et qu'elles ne donnent plus naissance à des étoiles? Et tout ça, on le doit beaucoup au télescope spatial Hubble et à ces images, parce que avant, on savait qu'il y avait des trous noirs au centre des quasars, les sources les plus puissantes, les plus lumineuses de l'univers, qui étaient des cas extrêmes, mais on ne savait pas qu'ils étaient partout. Hubble a aussi permis de voir la forme des galaxies jusque dans l'univers le plus lointain. On a découvert qu'il y avait une sorte de chute de la biodiversité dans l'univers. Il y avait dans le passé des galaxies de formes tout à fait variées. Et puis aujourd'hui, même s'il n'existe pas deux galaxies identiques, vous avez deux grandes familles de galaxies qui dominent largement, les galaxies spirales comme la nôtre, la Voie lactée, et puis les galaxies elliptiques. Les spirales qui forment encore des étoiles, les elliptiques qui sont devenues stériles, qui sont les galaxies mortes, et qui sont celles où les trous noirs résident. Et dans les bulbes des galaxies spirales, là où il n'y a pratiquement plus de formation d'étoiles, on a aussi le trou noir. Donc on s'interroge sur l'origine de cette chute de la biodiversité galactique, de la diversité des formes, de la morphogenèse, comment ces disques galactiques sont nés, etc. Hubble a aussi permis de mesurer avec une précision ultime le taux d'expansion de l'univers, la fameuse constante de Hubble qui n'en est pas puisqu'elle a changé au cours du temps, donc le taux d'expansion de l'univers. Et aujourd'hui, on utilise Hubble pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on est véritablement en train de vivre un nouveau Big Bang avec une expansion accélérée depuis 6 milliards d'années de l'univers, et on se demande comment réconcilier ce qu'on observe avec Hubble, qui nous donne un certain âge de l'univers, avec les supernovae, les céphéides, et puis des observations autres avec le fond diffus cosmologique qui donne un autre âge. Et donc, il y a un débat autour de ça. Mais ce qui a peut-être le plus troublé et modifié notre regard sur l'univers, et nous a le plus troublé, ce ne sont pas ces résultats scientifiques, c'est la beauté des images de Hubble. Aujourd'hui, tout le monde, même les gens qui ne sont pas spécialement des amateurs d'astronomie, connaissent les images de Hubble. Et nous-mêmes, pour vous dire la vérité, quand on écrit un article scientifique sur un résultat moche, c'est-à-dire un résultat scientifiquement pertinent, mais objectivement moche pour les yeux, par exemple, quand vous faites un spectre, il n'y a pas plus moche, eh bien, on met toujours à côté une image de Hubble, histoire de dire ça illustre bien, c'est pertinent, etc., mais histoire de rendre le truc un peu plus beau. Et il y a des études qui ont été faites et qui montrent que les articles qui utilisent la couleur de façon pertinente sont beaucoup plus cités que les autres.
Alors, et c'est pas pour rien, c'est parce que la couleur va nous apporter une certaine information. Et Hubble a véritablement montré que l'univers, en quelque sorte, avait une sorte de beauté qui nous ressemblait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la nature, quand on regarde la jungle, quand on regarde la végétation, quand on regarde les animaux, on sait qu'il y a une richesse, une variété, de la vie, de la mort, etc. Mais quand on regarde l'univers, pour beaucoup, c'est l'espace vide, angoissant, les silences des espaces infinis, etc. C'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec l'extension de la nature qu'on voit sur Terre. Pourtant, quand on regarde les images de Hubble, ça ressemble au monde qu'on connaît sur Terre. Comme par exemple avec cette image d'une fameuse montagne que les astronomes de la NASA ont appelée la montagne mystique. L'académicien François Cheng a écrit dans ses 5 méditations sur la beauté, et il a posé la question de savoir, alors je vais lire exactement la citation pour ne pas me tromper, il a dit, donc d'une part il a dit l'univers aurait pu ne pas être beau, et pourtant il est beau. Donc il pose une question, en fait il suppose d'ailleurs que l'univers aurait pu ne pas être beau. Il ajoute, en ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Et je dirais, c'est peut-être encore plus un scandale d'un astrophysicien, de la part d'un astrophysicien, de venir devant vous prétendre parler de beauté, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de définition objective de beauté, on ne peut même pas définir la beauté, on n'a même pas un prémisse de définition scientifique de la beauté, et donc j'imagine, je ne vois pas très bien, mais qu'il y a déjà des gens qui quittent la salle. Alors, restez, je ne suis pas du tout ici pour vous démontrer que je sais ce qu'est la beauté, et je vais juste m'inspirer de la phrase de François Cheng, parce que son livre « 5 méditations sur la beauté » est inspirant, et il est magnifiquement écrit, donc je ne pourrais pas le dire aussi bien que lui. Il dit « L'univers est beau, car en lui, aucun être n'est identique à un autre. Et cette absolue unicité de chaque être le transforme en présence, laquelle brille par l'éclat de sa singularité qui est à la base de toute beauté. » Et donc, supposons que cette notion de singularité, de particularité, de complexité des formes de l'univers soit une forme de définition de la beauté. Et on peut s'interroger sur la question qu'il a posée, est-ce que l'univers aurait pu ne pas être beau? Mais est-ce que cette image qu'on voit là, qui est effectivement belle, est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Parce que si elle est fausse, on triche. Alors, je vous le dis tout de suite, cette image est un faux. C'est un faux. C'est un faux. Alors pourquoi? Parce que les couleurs que vous voyez sur cette image sont artificiellement travaillées. On a utilisé dans le vert la transition H-alpha de l'hydrogène ionisé par le rayonnement ultraviolet des étoiles de type OB, qu'on sait bien qu'elles vivent moins de 10 millions d'années, et donc elles sont en train de créer des photodissociation regions, qui sont des régions où naissent des étoiles. Dit simplement, il y a du vert. On sait aussi qu'il y a des régions où l'oxygène est ionisé parce qu'il y a du rayonnement beaucoup plus dur et que c'est des régions où l'oxygène étant plus rare a des métallicités solaires qui sont quand même relativement faibles. C'est les endroits où on va trouver vraiment les endroits où il y a plus de formation d'étoiles. Et donc, il y a du bleu. Et puis, on sait aussi que le soufre lui-même a un niveau d'ionisation encore plus élevé et que si vous voyez du rouge, c'est que le soufre a été ionisé. En d'autres termes, on a utilisé des filtres étroits à des longueurs d'onde très très précises dans le vert, le bleu et le rouge, et on les a combinés de sorte à ce que notre œil retrouve une certaine couleur. Et l'historienne des sciences Elisabeth Kessler a constaté que la palette de couleurs utilisée pour faire un tableau comme celui-ci est analogue à la palette de couleurs qui a été utilisée par les peintres du XIXe siècle qui réalisaient des tableaux de la côte ouest des États-Unis. Et elle s'est dit, ça ne peut pas être un hasard. Et effectivement, les gens qui ont fait toutes ces belles images du télescope spatial Hubble font partie du Hubble Heritage Project, et ils travaillent avec des artistes, et on peut quand même dire qu'il y a un côté, on appelle ça maintenant soft power, où on essaye de conquérir le monde par la culture, et c'est une forme de version soft de la conquête de la Lune. On va conquérir le monde par la beauté sublime. En plus des couleurs, le choix de cette montagne est totalement arbitraire.
en réalité, dans l'image de la nébuleuse de la Carène, qui se trouve à 7500 années-lumière de nous, sachant qu'une année-lumière, comme vous le savez tous, c'est 10 000 milliards de kilomètres, cette image qui est à l'intérieur de la nébuleuse de la Carène a été orientée pour vous donner l'impression d'une montagne qui monte vers le haut et qui va vous donner un sentiment d'élévation, ce que Emmanuel Kant appelait une image sublime, comme celle d'une cathédrale ou d'une montagne, et qui vous donne envie, qui donne envie à la raison de se dépasser, selon Kant, à l'âme de s'élever. Et donc on est là face à presque une prière incarnée dans la matière. Donc le choix de l'orientation est faux. Ensuite, si on se déplaçait là-bas, qu'est-ce qu'on verrait? D'abord, la montagne, elle mesure 30 000 milliards de kilomètres, donc on aurait du mal déjà à la mesurer avec nos doigts. Et en plus de ça, les régions les plus denses de cette montagne sont des millions de milliards de fois moins denses que l'air qui est dans cette pièce. En fait, sur Terre, on réalise de l'ultravide où on essaye de se débarrasser le plus possible de toute forme de particules de matière. Eh bien, ce que vous voyez là est 30 000 fois moins peuplé de matière que l'ultravide qu'on fait sur Terre. Donc, c'est aussi une forme d'illusion, le fait qu'on englobe du regard une région extrêmement grande de l'univers qui nous donne l'impression qu'on a affaire à une montagne comme celle qu'on aimerait escalader. Donc tout ça, c'est faux. Mais c'est un faux informatif. C'est un jeu de mots, je redis. C'est un faux informatif, parce que c'est informatif, c'est un faux, et donc... Bon, d'accord. Je sais, mais moi j'aime bien. Et donc, c'est un faux informatif. Pourquoi? Parce que quand on est scientifique et qu'on sait que pour ioniser l'hydrogène, qu'est-ce qu'il veut dire pour ioniser l'hydrogène? C'est-à-dire qu'en fait, tu as un atome d'hydrogène qui flotte. Il y a un photon ultraviolet qui arrive, qui donne de l'énergie à l'électron, l'électron s'en va, il reste un proton. Et pour faire ça, il faut de la lumière très énergétique dans l'ultraviolet que seules les étoiles qui viennent de naître peuvent faire. Donc, si vous voyez la couleur verte caractéristique de l'hydrogène qui vient de recevoir de la lumière d'une étoile qui vient de naître, c'est qu'il y a une étoile qui vient de naître. Bon, moi je ne suis pas un théoricien, hein, attention, on va rester sur un niveau... moi je vois du vert, je vois des étoiles qui viennent de naître. Et ça, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une propension, j'aime ce mot, une propension de l'univers à engendrer de la beauté? Sachant que ce qu'on appelle de la beauté, c'est des structures complexes, particulières, singulières, organisées. Disons-le autrement, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a une intention dans l'univers, une intention divine, mystique ou autre. Ça, c'est une très bonne question que certaines personnes peuvent se poser dans un certain domaine, mais pour lesquelles je suis totalement désarmé. Mais il y a une autre question que celle de savoir s'il y a une intention qui organise tout ça, c'est celle de savoir s'il y a une tension. Une tension, de la même manière que si j'ai un ressort qui tire sur une balle, il va la faire monter, et qu'on sait que la tension va toujours amener dans une certaine direction. Existe-t-il une forme de tension dans l'univers qui fait qu'entre le moment où il y a eu le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, et aujourd'hui, sous l'effet de cette propension, de cette tension, la matière s'est organisée et a rendu l'univers beau. C'est-à-dire que je sais que je suis en train d'aborder un sujet où je prends des risques en abordant ce sujet-là. Et je le fais volontairement, d'abord parce que je suis inconscient, et on verra après ce qui va m'arriver, etc. Mais aussi parce que je pense que lorsque nous décrivons la physique de la manière avec laquelle nous la décrivons, nous donnons un sens et une interprétation même philosophique à ce que l'on dit scientifiquement de manière inconsciente. Et cette interprétation, de nos jours, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec un certain nombre d'événements comme la crise écologique, etc., mérite d'être révisée. Et c'est vers ça que je vais aller. Reprenons la question du sens de l'histoire. On connaît tous le sens de l'histoire de l'univers. On sait que l'univers a eu, il y a 13,8 milliards d'années, un Big Bang. Ce Big Bang a provoqué l'expansion de l'espace, et à l'intérieur de cet univers sont apparues des structures.
dans un premier temps, la matière et l'antimatière, qui se sont annihilés, puis la matière a gagné. Là, la raison pour laquelle la matière a gagné reste un peu obscure. Puis on s'est retrouvé avec un univers peuplé de protons et d'électrons. Puis sont nés les atomes. Puis sont nées les molécules. Puis sont nées les étoiles. Puis sont nées les planètes. Puis est apparue la vie. Quand je vous raconte l'histoire dans ce sens-là, on a l'impression qu'il y a, par un drôle de hasard, un sens de l'histoire, qui est que depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, la matière s'est organisée en structures de plus en plus complexes. N'est-ce pas ? Un électron, c'est moins complexe qu'un atome, qui est moins complexe qu'une molécule, qui est moins complexe qu'une étoile, qui est moins complexe qu'une planète, qui est moins complexe que la vie. On est tenté de se dire, il y a un truc. Et ce truc, il est où dans la physique ? Alors, la première réaction qu'on peut avoir, et qu'on a tous, c'est de se dire, cette question est grave. C'est-à-dire qu'elle subit la gravité. Et donc, cette question nous conduit à penser que l'univers étant grave, soumis à la gravité, les corps s'attirent les uns les autres et, ce faisant, construisent des structures. C'est la logique même. Et c'est là que commence le hic. La gravité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lègue de l'énergie à la matière, et cette énergie se transforme en vitesse, en agitation. Lorsqu'une pomme se détache de la branche d'un arbre, son énergie de gravité qu'elle a en étant à 3 mètres de hauteur par rapport au sol se transforme en énergie cinétique de mouvement, et elle va de plus en plus vite. Imaginez maintenant une pomme qui n'est plus sur Terre, mais qui flotte dans le vide, et qui est attirée par un nuage de pommes. Elle va arriver comme ça, vers le centre de masse du nuage de pommes. Alors, on est dans l'espace, je vous rappelle que dans l'espace, les densités sont des milliers de fois plus faibles que l'ultravide sur Terre. Donc elle ne va pas se cogner avec une autre pomme, parce que la densité est tellement faible qu'on ne se cogne pas comme ça. Donc elle ne va pas se cogner avec une autre pomme, elle va passer comme ça, puis elle va passer par le centre de masse, puis elle va repartir. Puis une fois, elle va continuer à être attirée par la masse, la masse est là, vous la voyez là, elle va arriver là, et là, elle va ralentir, elle va se dire, oh là, ils étaient là-bas, je retourne. Et elle repart. Et elle va faire ça indéfiniment. Et toutes les pommes vont faire ça, tous les atomes vont faire ça. En d'autres termes, la matière va s'agiter de la même manière que lorsque vous chauffez du gaz dans une montgolfière, et ça va mettre une pression, ça la fait monter, la matière va s'agiter. La gravité donne de l'agitation à la matière. Et donc, si vous n'avez que la gravité pour donner des formes à l'univers, ça ne marche pas. Et je vais vous faire une parenthèse par rapport à ça, c'est que pour ceux qui savent qu'on a invoqué l'existence d'une forme de matière noire dans l'univers, pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant vous le savez, cette matière noire, elle ne rayonne pas de lumière. Alors, c'est souvent cet aspect-là qu'on présente aux gens en leur disant, regardez, comme elle ne fait pas de lumière, on a du mal à la voir, c'est de la matière noire, on ne sait pas trop où elle est parce qu'elle ne fait pas de lumière. Mais si elle ne fait pas de lumière, eh bien, cette matière, lorsqu'elle va se déplacer dans l'univers, du fait qu'elle ne peut pas produire de lumière, va rester agitée éternellement. Elle ne va jamais donner de forme complexe comme celle d'une galaxie, d'une étoile, d'une planète, etc. On sait que si la matière noire existe, il n'existe pas d'être vivant de matière noire, il n'existe pas de planète de matière noire, il n'existe pas d'étoile de matière noire, pas de galaxie de matière noire. Il peut exister que des grosses bulles qu'on appelle des halos de matière noire, les trucs les plus informes, les plus moches qui soient. Je ferme ma parenthèse, parce que je reviendrai un peu après sur la matière noire. Et là, j'ai dévoilé un aspect important, c'est que la seule façon de donner forme à la matière, c'est de libérer la lumière. De libérer son énergie d'agitation sous la forme de lumière. Et celui qui a eu l'idée de ça, et là je ressors ma feuille parce que je vais le citer, vous le connaissez, il s'appelle Albert Einstein. Pas Frank Einstein, Albert Einstein. Et donc, c'était même pas de la même famille, mais les deux ont eu des implications qui ont inquiété les gens. L'un avec un monstre, l'autre avec une bombe, mais ça, c'est pas le sujet de... Alors, il est où Albert ? Il a une feuille, il se paume. Ah, voilà.
Donc, Einstein, en 1905, il écrit 3 articles, en mars, en avril, en juin. Ces 3 mois que j'ai cités là n'ont aucune importance, mais ça fait le type qui sait. Et donc, sachez que Einstein a eu le prix Nobel de physique, non pas pour la théorie de la relativité, sur laquelle on parle beaucoup, mais pour avoir découvert ce qu'on appelle l'effet photoélectrique et qui va conduire à ce que je vais vous dire maintenant. Il a écrit en juin 1905 « L'énergie cinétique, donc l'énergie de mouvement, d'un corps diminue suite à l'émission de lumière. » Je répète, l'énergie cinétique d'un corps diminue suite à l'émission de lumière. Si la théorie correspond aux faits, le rayonnement transmet l'inertie entre les corps émetteurs et absorbants. Bon, c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la première fois que quelqu'un explique que l'agitation de la matière peut être libérée sous la forme de lumière. Et du coup, la pomme qui était en train d'osciller comme ça, si maintenant vous lui donnez la capacité de rayonner de la lumière va partir avec son énergie, et du coup, elle aura moins de vitesse, 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 et elle va prendre forme avec les autres. Elles vont fabriquer une étoile, elles vont fabriquer des grains de poussière, elles vont fabriquer des molécules, enfin, ce n'est pas des pommes, c'est des atomes, elles vont fabriquer des planètes, etc. En d'autres termes, la clé pour que la matière se libère de son agitation, c'est la lumière. Alors, reprenons l'histoire dont on a parlé tout à l'heure dans l'histoire de l'univers. Au début, on a les protons et les électrons. Comment ces trucs-là font de la lumière? Eh bien, tout simplement, lorsqu'un électron passe à côté d'un proton, il est attiré, et puis il perd de sa vitesse sous l'effet de l'attraction du plus par le moins, et il rayonne de la lumière. On appelle ça un rayonnement de freinage, c'est exactement comme quelqu'un qui va à fond la caisse avec sa voiture, il freine, il rayonne de la lumière. Eh bien, c'est pareil, sauf que c'est un électron et un proton. Et donc, la matière va perdre de son excitation en rayonnant la lumière de cette manière. Sauf que c'est un mode de libération de son agitation qui n'est pas très efficace. Quand les atomes vont naître, lorsque le proton va capturer l'électron, on va se retrouver doté d'un outil, l'atome, avec une capacité de rayonner de la lumière analogue à une lampe torche, c'est-à-dire avec une efficacité augmentée par rapport à celle des 2 particules d'avant. Pourquoi? Parce que si vous avez un atome dans la main et que vous lui mettez une claque, vous allez donner l'énergie à son électron qui va monter en énergie, c'est-à-dire qu'il va commencer à tourner à une orbite plus élevée avec plus d'énergie, il va s'exciter, et puis il va se désexciter en rayonnant la lumière. En d'autres termes, si vous avez plein d'atomes qui sont les uns à côté des autres, ils vont se mettre des claques les uns aux autres, c'est-à-dire ils vont se cogner, l'énergie d'agitation va être transmise à l'électron, qui va ensuite le rayonner sous la forme de lumière, et toute l'agitation va partir comme ça. Et donc, grâce aux atomes, la matière va commencer à se rapprocher. Et quand vous avez des atomes qui se rapprochent, ça fait des molécules. Et une fois que vous avez une molécule avec 2 atomes, ou 3, eh bien, les charges électriques ne sont pas précisément centrées au centre, elles sont un peu, il y a plusieurs électrons, il y en a un peu plus à droite qu'à gauche, et lorsque la molécule se met à danser, soit à vibrer, soit à tourner sur elle-même, eh bien, elle est excitée. Si vous cognez une molécule, vous lui mettez une claque, elle se met à vibrer sur elle-même et à danser. Et cette énergie d'agitation, elle va la libérer sous la forme de lumière à une fréquence très très précise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de reconnaître de l'eau, des molécules d'eau, à des milliards d'années-lumière de la Terre, et on sait qu'il y a de l'eau là-bas. Pas de l'eau liquide, mais il y a de l'eau, parce qu'on sait reconnaître la vibration caractéristique de la molécule d'eau, du monoxyde de carbone, ou de la molécule HCN, ou de molécules ultra complexes. On est capable, c'est tout un ensemble de fréquences qui sont comme les notes d'un piano, et on est capable d'écouter toutes ces notes, toute cette symphonie, sous la forme de lumière, et de savoir qu'on a mis des claques et des claques et des claques à des molécules et des molécules et des molécules qui vibrent, qui vibrent, qui vibrent, et qui sont en train de libérer l'agitation de la matière dans ce qu'on appelle des nuages moléculaires, parce que ce sont des nuages avec des molécules, donc on appelle ça des nuages moléculaires, point barre. Et la poésie, c'est pas pour les scientifiques. Et donc, un nuage moléculaire, c'est un nuage avec des molécules. Bon, voilà. Et on aurait pu dire, regardez cette évanescence d'un nuage qui donnera un jour naissance. Non, c'est un nuage moléculaire. Et quand ils sont gros, c'est des nuages moléculaires géants. J'aimerais tellement vous parler avec des mots qu'on n'a pas.
Et donc on a un nuage avec des molécules qui vibrent, qui se cognent, qui rayonnent de la lumière, et du coup, qui vont se rapprocher, qui vont faire des grains de poussière. Le grain de poussière, lui, il va rayonner de la lumière parce qu'il va chauffer et il va libérer son agitation totale en lumière. Il va même récupérer la lumière la plus énergétique et la transformer en plein de petits photons, en plein de petits quantas, et il va multiplier le nombre de particules de lumière. Et faites une étoile, ensuite ça va se rapprocher, ça va libérer les molécules vont libérer l'agitation en vibrant, en oscillant, et grâce aux molécules qui vibrent, vont naître les premières étoiles dans l'univers. Si les molécules ne libéraient pas de lumière en vibrant et en dansant sur elles-mêmes, il n'y aurait pas eu de première étoile dans l'univers. Ça, c'est important à savoir. Moi, ça m'émerveille. Ça m'époustoufle. Vous connaissez le verbe époustoufler. Moi, je suis époustouflé par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, ça c'est une des plus belles découvertes pour moi, même si c'est ce qui est le plus simple en astrophysique, qu'au début de l'histoire de l'univers, il y a des molécules qui se sont mises à danser, et ce faisant, sont nées les premières étoiles. Ça, c'est sympa. Et si elles n'avaient pas dansé, vibré et libéré cette lumière, aucune étoile ne serait née. Ensuite, naît une étoile. L'étoile elle-même rayonne de la lumière et libère l'agitation au cœur de l'étoile qui va permettre de donner naissance à des noyaux d'atomes de plus en plus complexes. On va passer de l'hydrogène à l'hélium, etc. Et puis à des atomes de plus en plus complexes, le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Et donc toute la chaîne comme ça, on vient de voir qu'il y avait un degré supplémentaire. Au début, on avait simplement vu que l'histoire de l'univers, c'était l'histoire de structures de plus en plus complexes qui vont de la première particule jusqu'à la vie. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une organisation. Et puis là, on découvre autre chose, on s'aperçoit que cette histoire suggère le fait qu'il y a un point commun dans chacune de ces transitions, c'est qu'on a donné à l'univers, l'univers s'est doté, l'évolution a fait que l'univers s'est doté de moyens supplémentaires, de plus en plus efficaces à produire de la lumière. La vibration des atomes, la vibration des molécules, les étoiles qui font encore plus de lumière. Et donc, à chaque fois, toute l'histoire de l'univers semble être le fruit d'une propension à ce que la lumière prolifère, à ce que le nombre de particules de lumière augmente. Et je peux vous le dire aujourd'hui, il y a une semaine, dans l'univers dans lequel nous vivons, il y avait moins de particules de lumière qu'aujourd'hui. Et il y en a moins aujourd'hui qu'il y en aura dans une semaine. Et c'est comme ça depuis 13,8 milliards d'années. Et donc, il y a un point commun entre le moment T1 et le moment T2, si je vous donne deux photos de l'univers avec toutes les informations, et je vous dis lequel est avant l'autre, eh bien celui qui est avant, c'est celui qui a moins de particules de lumière. Bon, alors maintenant j'en arrive à la façon avec laquelle on aborde ça en physique. En physique, on appelle ça le cours du temps. On appelle ça la flèche du temps. Et c'est là où on arrive à un point un peu délicat, c'est que la manière avec laquelle on a décrit la cause du temps qui passe dans l'évolution des systèmes physiques, en physique, à l'école, dans les livres de physique, dans les conférences de physique, est fausse. Non pas l'équation mathématique, mais la formulation que l'on croit dénuée de sens, qu'on emploie systématiquement, elle est fausse. Voici la formulation qu'on emploie. Petit Robert. Alors, Petit Robert, ce n'est pas le plus grand livre de physique théorique, mais je commence avec le Petit Robert, après on prendra le gros. Petit Robert. Donc, le monde va vers toujours plus, alors on appelle ça l'entropie. Augmentation du désordre, affaiblissement de l'ordre. Donc, le monde va vers toujours plus d'augmentation du désordre. Philippe Barthélemy, le physicien Philippe Barthélemy, je ne le connais pas, mais enfin bon, j'espère qu'il ne m'en veut pas. Parce que la façon dont il a écrit, bon, c'est la connerie qu'on dit habituellement, mais je ne le connais pas, et s'il veut me frapper, j'ai un avocat. Ce sens spontané, qui correspond à une entropie positive, repose sur une évolution d'un système vers le désordre, le chaos. En gros, ce qu'on dit en physique, et vous allez trouver ça dans tous les bouquins de physique et dans beaucoup de conférences de vulgarisation, c'est que le monde va vers le désordre, vers le chaos.
Alors ça tombe bien parce que justement en ce moment on est en train de valider ça, le réchauffement climatique, la pandémie, etc. C'est une merde. Donc le fait que depuis 13,8 milliards d'années on arrive à ça, à la limite c'était écrit dans les livres de physique, c'est la logique. Sauf que c'est faux. Sauf que c'est faux. La preuve, c'est que j'ai pris tout le temps d'avant, que je ne sais même pas combien c'est, pour vous dire que l'univers n'a cessé de se structurer, de s'organiser, depuis le premier proton jusqu'au premier atome, la première molécule, la première planète, etc. Et donc, si on continue comme ça, on aboutit à une contradiction évidente. La contradiction est la suivante. L'univers suit un certain sens, la physique vous dit que ça devrait suivre un autre sens, donc il y a une intention. Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « L'épreuve de Dieu ». Et pour moi, je ne connais pas les auteurs à nouveau, et eux, ils ont la capacité de mettre des claques, je crois. Et j'ai rien à voir avec l'histoire. Je veux dire, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Mais qu'on soit croyant ou pas, il y a un problème. C'est de confondre l'épreuve avec l'épreuve. J'explique. L'épreuve, c'est-à-dire, c'est une épreuve. L'épreuve de Dieu, c'est-à-dire c'est une épreuve de savoir si vous croyez ou pas, et l'épreuve de Dieu. Et donc ils ont remplacé l'épreuve de savoir si vous allez croire en Dieu avec l'épreuve de Dieu. Et ce n'est pas dans la physique, mais c'est une conséquence naturelle de ce qu'on a créé en expliquant aux gens que le monde allait vers toujours plus de désordre. Et donc, si nous sommes ici, et nous sommes des êtres organisés, vivants, avec notre code génétique, etc., c'est donc un miracle. Mais c'est faux! Merde! Alors, pourquoi c'est faux? Quand je prends un verre et que je le lâche et qu'il tombe, il casse en 1000 morceaux. Enfin, en 10 morceaux. Et donc, on explique ça en disant que le sens naturel du temps, les flèches du temps, qui décrit l'évolution des systèmes physiques, c'est d'aller vers toujours plus de morceaux profonds. Et effectivement, on ne voit pas de morceaux de verre se recombiner ensemble pour faire des verres. Or, c'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Ce qui se passe dans l'univers, ce sont des morceaux qui se mettent ensemble pour faire des entités de plus en plus structurées et complexes, qui est l'inverse de ce qu'on pourrait penser par rapport au verre. Et pour comprendre comment se réconcilier comment réconcilier la physique, les lois de la physique, la logique d'une physique de base, avec l'histoire de l'univers, en laissant la liberté entière de croire ou de ne pas croire en une intention, à tout ce qu'on veut, un Dieu, etc. Il n'y a pas de problème. Mais de ne pas mélanger les deux, parce que ce n'est pas miscible, voire inadmissible, c'est que Einstein a mis le doigt sur le fait qu'on peut faire des morceaux, des quantas, avec des photons. Alors, les photons sont arrivés, le non-photon est arrivé en 1920, donc 15 ans après le papier d'Einstein, mais ce qu'il appelait des quantas d'énergie, etc., c'est les photons, quoi. Alors, ce qu'on appelle de la lumière, ce n'est pas la lumière visible uniquement, ce sont des particules qu'on appelle les photons, qui sont capables de véhiculer l'énergie dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, dans les rayons X, dans le domaine radio. Tous ces rayonnements du spectre électromagnétique sont des formes différentes que peuvent prendre les photons en fonction de leur fréquence. Mais c'est toujours les mêmes petits bonshommes. Et ils peuvent toujours transporter de l'énergie. À chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur le spectre électromagnétique avec nos télescopes, on a découvert des mécanismes qui permettaient à la matière de libérer son agitation en rayonnant. Par exemple, lorsqu'une étoile explose et se libère et libère son agitation interne qui vient des réactions nucléaires, de son excès d'énergie, ça va faire des rayons gamma. Lorsque vous cognez des atomes d'hydrogène dans l'espace et que ils ont des petites boussoles qui vont s'inverser, le champ magnétique du spin de l'électron et du proton vont interagir l'un avec l'autre, ça va rayonner à 21 cm dans le domaine radio, il va libérer son agitation sous la forme de lumière dans le domaine radio.
Donc ou quand vous voyez des grains de poussière dans la montagne mystique, ici, eh bien, elle va rayonner de la lumière dans l'infrarouge, principalement dans l'infrarouge, et donc va diminuer son agitation. Les cocons, les chrysalides qui sont ici vont prendre forme et vont donner naissance à des étoiles qui vont ensuite griller le chrysalide et vont partir s'envoler, et on ne saura plus d'où elles viennent, comme dans un chrysalide. Et donc ça, c'est rayonné dans l'infrarouge. Donc c'est le mardi 11 février 1800, William Herschel est chez lui, Bob, et je dis Bob parce qu'il y a William Herschel qui a découvert l'infrarouge en 1800, et en 1895, il y a Wilhelm Röntgen, Bob. William, c'est Bill en anglais, et Wilhelm Röntgen, c'est Bill aussi. En 1895, il découvre les rayons X, et je dis ça parce que j'aime bien faire le jeu de mots de dire « n'allez pas croire que tous les scientifiques sont débiles ». J'ai pris un détour pour arriver juste à ça. Des fois, j'en prends des super longs, rien que pour arriver à un truc où ma femme me dit à la fin, bon, et c'est pas grave, elle n'est pas là. Et donc, le mardi 11 février 1800, le type est chez lui, il se pose une question, tiens, je me fais une pizza ou pas? Non, il se dit, si je regarde la lumière de l'arc-en-ciel, ça va du rouge au bleu, lequel est le plus chaud? Genre de truc, vous êtes déjà posé dans votre bain en train de dire, tiens, lequel est le plus... Allez savoir. Mais c'est comme ça qu'on avance, en posant des questions cons. Et donc, lui, il se dit, c'est quoi lequel, qui que quoi. Et donc, il met ses thermomètres devant le bleu, le rouge, le vert et tout ça. Et comme c'est un scientifique, il en met un à côté parce qu'il se dit, je vais quand même voir quelle est la température ambiante. Et le truc qui est à côté chauffe plus que tout le reste qui reçoit de la lumière. Et il est à côté du rouge. Et c'est comme ça qu'il a découvert ce qu'il appelait des rayons calorifiques, qu'on a ensuite appelé les rayons infrarouges, qui transmettent plus de chaleur que le reste. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des photons invisibles, de la lumière invisible, je ne savais pas que c'était des photons, mais de la lumière invisible qui transmet de la chaleur. Si elle transmet de la chaleur, ça veut dire qu'elle est partie. Elle est partie de quelque part avec l'agitation, qu'on appelle la chaleur, puisque plus je chauffe, plus ça s'agite. Elle est partie avec, et elle est arrivée dans son truc, dans son thermomètre. Et donc, la lumière, qu'est-ce que c'est? Tout ça pour dire quoi? Que la lumière, ce n'est pas uniquement la lumière que je reçois avec mes yeux dans le domaine visible qui sont adaptés à la lumière du soleil au cours du temps, c'est toutes les quantas d'énergie que sont les photons à différentes fréquences, mais qui peuvent partir avec de l'énergie. Bon. Alors si maintenant vous séparez la lumière de la matière, c'est ça la clé, vous vous apercevez qu'il y a une autre façon de comprendre le sens du temps que de dire que les morceaux de verre se multiplient et ne vont pas se mettre ensemble, c'est de dire qu'en fait, on peut aller vers un monde qui a de plus en plus de morceaux, comme le sens d'aller du verre entier vers le verre en petits morceaux, en créant des petits morceaux d'énergie de l'univers qu'on appelle des photons. Et donc, plus vous créez de photons, et plus vous créez ce qu'on appelle de l'entropie, et plus vous répondez au principe de la physique d'aller vers plus d'entropie. Et ce n'est pas d'aller vers plus de désordre, ça serait vrai si c'était plein de petits morceaux de matière, puisque la lumière emporte ça avec elle, et la matière va rayonner d'autant plus de lumière qu'elle est structurée. Donc là, je l'ai dit d'une certaine manière, je vais le redire parce que je me rends compte que ce n'est pas facile à comprendre. Donc je vais essayer de le redire parce que ça, c'est un message important. Ce que j'essaye de dire là, c'est que vous imaginez que moi, quand mon fils ne voulait pas bouffer des clémentines, alors je lui dessinais un visage avec des yeux, une bouche, etc. Et ma femme me dit non, tu lui dis mange ta clémentine. Moi, je dessinais ça, etc. Et j'arrivais, je lui donnais, et quand il voyait un visage, il le mangeait. Si je lui donnais la clémentine normale, il ne mangeait pas. Et donc, imaginez maintenant, vous êtes avec votre clémentine sur un plateau, vous vous déplacez, et pouf, vous trébuchez, la clémentine tombe. Quelle est la probabilité que ça redessine un visage au sol? C'est voisin de zéro. Et donc, ce que dit le second principe de la thermodynamique qui dit que l'entropie ne peut qu'augmenter, c'est que lorsque vous avez dessiné un visage avec une clémentine et que vous le faites tomber, ça ne dessinera pas un visage. Ce n'est pas écrit comme ça, les physique. Ça dit, il y a plus de chances que les morceaux de clémentine fassent n'importe quoi qu'un visage, et donc le temps va toujours dans le sens d'aller vers là où il y a le plus d'arrangements possible. Et donc, plus vous avez d'arrangements possibles des éléments, plus vous allez favoriser ça parce que c'est plus probable. Il est plus probable que ce soit au hasard que ce soit dans le visage. Ça, c'est facile à comprendre. Mais imaginez maintenant que grâce à la lumière, on puisse créer 10 fois plus de morceaux de clémentine et les distribuer encore plus partout. À ce moment-là, on va avoir des états encore plus nombreux de possibilités. Le nombre de possibilités va augmenter
plus on crée de morceaux, plus on a de possibilités. Or, c'est ce qu'a dit Einstein, c'est que la matière et la lumière, la matière a cette possibilité de créer autant de morceaux qu'elle veut. Et donc, elle va toujours aller vers l'état le plus probable, qui est de créer le plus possible de morceaux, parce que c'est ce qui est le plus probable, de distribuer son énergie en plein de photons. Et pour faire ça, il se trouve qu'elle va le faire de plus en plus efficacement en se structurant. Et donc, ce sont les deux faces d'une même pièce, qui est que le second principe de la thermodynamique, qui dit que l'entropie augmente, ça c'est la façon un peu technique de parler, s'exprime de deux manières différentes. L'organisation, la structuration de la matière en des formes de plus en plus belles, voilà pourquoi l'univers est beau. Et l'autre face, c'est la prolifération des particules de lumière qui ne cesse d'augmenter au cours du temps. La quantité de quanta de lumière, de photons, n'a cessé d'augmenter, et grâce à des structures de plus en plus complexes qui en fait de plus en plus. Alors tout ça, c'est bien joli, mais vous allez me dire, mais est-ce que c'est une forme... À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'univers? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a une certaine grille de lecture sur l'univers, on peut l'utiliser pour essayer de comprendre des phénomènes qu'on ne comprenait pas avant, voire faire des prédictions. Je donne un exemple. On est en janvier 1862. Darwin reçoit des orchidées, et il est en train d'étudier les orchidées. Il veut publier une étude, alors le nom est un peu compliqué, donc je vais la lire, qui s'appelle... Donc son livre s'appelle « Sur les divers artifices par lesquels les insectes fécondent les orchidées de Grande-Bretagne et étrangères et sur les effets positifs de l'interfécondation ». Bon, il étudie les orchidées. Et là, il trouve une orchidée qui s'appelle Angrecule sesquipedale, donc qui a une taille de 29 cm, le tube fait 29 cm. Or, à l'époque, on ne connaît pas de papillon dont la trompe est suffisamment grande pour aller polliniser le fond de cette orchidée. Or, elles ont besoin de ça pour se reproduire. Il en déduit qu'il doit exister un papillon de nuit qui a la trompe adéquate, et en dépit du fait qu'on ne le connaît pas. Donc, sa grille de lecture, qui est son principe de sélection naturelle, etc., lui permet de faire une prédiction, est utile et pertinent. On ne le verra qu'en 2004. Il a été soupçonné en 1992 parce qu'il a laissé une trace, un dépôt collant du visidium. Enfin, on a trouvé un papillon avec du visidium et on s'est dit qui est le pollen de cette orchidée, on s'est dit c'est peut-être lui, etc. Et en 2004, le biologiste Philippe de Vries a filmé l'animal. Alors, il a mis du rayonnement infrarouge que l'animal ne voit pas, à côté d'une orchidée comme ça, une caméra infrarouge, et il a attendu. Vous pouvez voir le petit film sur YouTube et vous le voyez fou comme un gamin sauter de joie quand il voit le papillon qui arrive. Et c'est vrai que c'est assez génial. Il a la trompe qui est complètement roulée, il la déroule 30 cm. Il va polliniser le truc et il se tire. Et il se dit, depuis le temps que l'autre con il me cherche, il a crevé, je continue mon truc. Voilà. L'autre il arrive en infrarouge, il l'a vu. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça permet une grille de lecture de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc moi je me suis posé la question, alors là, il faut vous imaginer moi. Donc je suis tout seul chez moi, je me dis putain c'est rigolo cette histoire de la lumière, c'est vachement bien, etc. Et là je vais même plus loin, je me dis, mais alors la vie est peut-être l'expression de la propension de l'univers à s'organiser en structures de plus en plus complexes, à faire de la lumière, etc. Peut-être que ça explique pourquoi la vie, etc. Après je vais vous dire pourquoi. Et là je me dis, mais attends, le neutron, si vous mettez un neutron qui flotte dans l'espace, il ne fait pas l'interaction avec le proton et l'électron, il ne fait pas de rayonnement parce qu'il n'a pas de charge électrique et donc il ne peut pas faire de rayonnement électromagnétique. Et donc le neutron, si vous le laissez tout seul dans l'espace, il ne sert à rien. Eh bien un neutron, tout seul dans l'espace, se transforme en proton en 15 minutes. Comme s'il savait qu'il n'est pas dans la bonne propension, le mec. J'ai jamais parlé avec un neutron, mais je me dis, je serais à sa place, je changerais de sexe. On n'a rien inventé. Maintenant, vous allez me dire, mais attendez, parce que si vous faites des atomes avec plein d'électrons pour faire ces machines qui font plein de lumière, il faut de la glu. Et si vous mettez beaucoup de protons, ils se repoussent trop, ça ne marche pas. Il faut de la glu. Le seul moyen, c'est de mettre des neutrons qui survivent. Pas de problème. Vous mettez un neutron dans l'atome, là, il vit. Parce qu'il sert à faire des machines, à faire de la lumière. Oh. Ok.
Vous allez me dire, mais attendez, vous êtes marrant, mais il y a un truc, on a vu son nombre il n'y a pas longtemps, à 50 millions d'années-lumière d'ici, ça mesure 6 milliards de fois la masse du Soleil, c'est un trou noir galactique. Alors expliquez-moi comment vous allez me dire que la création d'un trou noir répond à la propension de l'univers à faire de toujours plus de lumière. D'autant plus qu'un trou noir, ça bouffe les étoiles. Donc vous m'imaginez chez moi, le soir, etc., je suis en train de me poser la question, je me dis, je suis en train de paumer mon idée. Et là, 3 étapes. 1, je me dis, les plus puissantes sources de lumière, qui font 1000 milliards de fois la lumière du Soleil, les quasars, doivent leur source d'énergie à des trous noirs supermassifs. Je dis, ah, pas mal. 2, le phénomène d'évaporation dit de Hawking, et dans son article, il appelle ça black hole explosions, les trous noirs explosent, dit que le trou noir, à son horizon, déchire le vide quantique et s'évapore et produit de la lumière à partir du vide quantique. C'est un truc un peu compliqué. En fait, il absorbe de l'énergie négative, il rayonne de la lumière. Et donc, il est capable de transformer le vide quantique en lumière. C'est une machine à faire de la lumière à partir de rien. C'est le top. Et la matière qui est rentrée dans le trou noir va finir par devenir tout entière de la lumière parce qu'au final, il va exploser en rayons gamma. Donc le trou noir répond complètement à cette propension de l'univers à faire toujours plus de lumière. Bon. Mais la matière noire, elle ne fait pas de lumière. Et là, c'est intéressant. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me voir, Carole, et elle m'a dit, elle m'a posé des questions quand j'ai signé des dédicaces. Elle me dit, mais au début de l'histoire de l'univers, la lumière, je ne sais plus comment elle me l'a dit, mais en fait, elle ne pouvait pas bien circuler et tout ça. Ça fait quoi? Je lui dis, mince, je ne l'ai pas mis dans le bouquin. Et en fait, c'était génial. Au tout début de l'histoire de l'univers, pendant les 380 000 ans qui ont précédé la naissance des atomes, la lumière ne pouvait pas circuler librement. Donc on ne pouvait pas envoyer la lumière comme ça, et donc elle était piégée dans la matière. Eh bien, aucune structure ne pouvait se former. Aucune structure ne pouvait se former parce que la lumière n'était pas libre de partir. C'était l'effet de serre avant l'heure. Et la seule façon qu'on ait aujourd'hui d'expliquer comment ont pu naître les galaxies, les étoiles, etc., c'est que des espèces de puits de gravité aient pu naître malgré le fait qu'il y avait toute cette lumière qui chauffait et qui empêchait les structures de se former. C'est la matière noire. Dans le modèle d'aujourd'hui, c'est la matière noire. Sinon, il faut changer les lois de la physique, ce qui est tout à fait possible. Et donc, si la matière noire n'existait pas, elle qui est insensible à la lumière, il n'existerait pas une seule source de lumière, que ce soit étoile, galaxie, etc., dans l'univers. Il faudrait l'inventer. Donc la matière noire elle-même est un acteur majeur de l'histoire de la lumière. Sachez que la lumière ne peut pas se multiplier d'elle-même. Elle ne peut le faire que grâce à la matière. Alors, et nous dans tout ça? Le vivant. Et alors c'est là que j'ai été le plus bluffé. C'est quand j'ai fait le calcul et que je me suis dit, bon, voilà, je suis un atome, j'ai la possibilité de flotter dans l'espace, j'ai la possibilité d'aller dans le Soleil, c'est quand même un type qui fait quand même beaucoup de lumière. Il fait quand même 3,8 10 puissance 26 watts. Mais il pèse 2 10 puissance 30 kg. Donc. Ou bien, je peux aller sur le bout de mon nez. Je fais quoi? Sachant que mon objectif en tant qu'atome, ma propension naturelle, c'est de faire le plus possible de lumière. Je fais quoi? Je vous le demande. Vous êtes un atome, vous voulez répondre à la propension, vous avez dit, bon, j'ai écouté David Elbaz, ok, allez, je vais le faire. Je vais où? Je vais faire de l'entropie. Je vais faire du désordre, je me déplace dans l'univers, je crée du désordre, un peu comme les morceaux de verre. Ça fait de l'entropie, ça fait du désordre. Je vais dans une étoile, je fais plein de lumière, ça fait plein de petits morceaux, ça fait encore plus d'entropie, sous la forme de plein de quantas de lumière qui sont faits par l'étoile. Qu'est-ce que je vais les foutre sur le bout de son nez? Eh bien, la réponse, c'est que sur le bout de mon nez, l'atome ferait 200 000 fois plus de lumière que s'il était dans le Soleil. Nous produisons 120 watts par jour. Mais par kilogramme de nous, que ce soit mon nez, le serpent, le coq, tout animal vivant, je parlais de bout de mon nez, mais c'est comme ça, donc par kilowatt de nous, d'êtres vivants, on produit par kilowatt 2 watts par kilogramme. En supposant un être humain qui fait 60 kg, bon, j'ai un peu triché.
Mais bon, c'est pour le calcul, on s'en fout. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui fait le calcul. C'est pas le sujet. Alors, donc, vous avez un être humain qui pèse 60 kg qui se pose la question. Et donc, il dit, ça fait 2 watts par kilo. Donc, c'est son nez dont on parle. Et dans le Soleil, c'est 0,2 milliwatts par kilo. Donc, ça veut dire qu'il y a un facteur 10 000 entre les deux, auquel s'ajoute un facteur 20 qui vient du fait que nous rayonnons dans l'infrarouge des photons qui chacun contiennent moins d'énergie que les photons visibles du Soleil. Et donc, il faut 20 photons infrarouges pour faire autant d'énergie qu'un photon du Soleil. Et donc, ça fait le facteur 200 000. Dit autrement, pour qu'un atome du Soleil fasse un photon, il faut 400 000 ans. Parce qu'en fait, les atomes qui font des photons dans le Soleil, c'est ceux qui sont au cœur, qui font des réactions nucléaires, etc. Mais il est une masse tellement grande que la plupart des atomes ne participent pas à ça. Donc il faut 40 000 ans, pardon. Il faut 40 000 ans pour qu'un atome du Soleil fasse un photon. Pour un être humain, il faut 2 mois. En d'autres termes, nous sommes la plus belle ruse de la lumière pour faire de la lumière. Elle nous a domestiqués, comme les puces qui utilisent des pucerons pour avoir du lait. Pour les fourmis qui utilisent des pucerons pour avoir du lait. Et alors, je ne suis pas en train de dire que c'est ça le sens du monde, mais je veux juste dire que nous sommes le résultat naturel d'une propension de l'univers à organiser la matière ou bien à faire proliférer la lumière, qui répond au second principe de la thermodynamique, qui est que l'entropie augmente, et que la vie suit un écoulement logique du début à la fin, dans un processus qui suit le cours du temps et qui n'a rien d'extraordinaire. La question pourquoi la vie existe n'est pas une question. Si, bien sûr, comment ça se fait, machin, il y a des exoplanètes, il faut de l'eau, etc. C'est intéressant. Mais c'est tellement dingue qu'il y a un biophysicien du MIT qui s'appelle Jeremy Englund, quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas mieux que la vie pour faire de l'entropie, et lui, il est allé plus loin. Il est allé prendre la copie du code génétique. Quand une cellule se duplique par la copie du code génétique, elle fait plus d'entropie, de morceaux de lumière, qu'elle fait d'ordre, d'informations dans le code génétique. Il s'est dit, mais c'est tellement dingue que je prends une poignée d'atomes, je les jette, je leur donne un peu d'énergie, ça va faire de la vie. Il l'a écrit dans un article. Ça fait un peu le buzz, etc. Les gens se posent la question, est-ce qu'il est... Mais en tout cas, le fait est que la vie est la machine la plus efficace de tout ce que vous pouvez trouver si vous voyagez dans l'univers pour produire efficacement de la lumière. Et donc, nous sommes dans la ligne droite de la propension de l'univers. Ça ne veut pas dire que la vie existe nécessairement ailleurs dans l'univers, mais c'est pour moi un élément qui suggère qu'il y a des chances que la vie existe ailleurs dans l'univers, peut-être dans une forme différente, parce qu'elle répond à cette propension naturelle. En termes d'information, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, mais attendez, un être vivant, c'est un truc vachement bien organisé avec le code génétique. Les cellules, vous avez vu au microscope, c'est monstrueux. J'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui travaille avec des biologistes, ils m'ont dit, mais pour eux, et les médecins, la vie sort complètement de la physique. Elle est négantropique, elle fait que de l'information, elle ne fait pas de l'entropie. Et donc pour eux, ça ne s'applique pas à la physique à eux. Mais c'est des conneries, ça. Depuis quand un atome se dit, maintenant que je suis dans un être vivant, je vais me lâcher? Non, mais vous imaginez l'atome, à quel moment, je veux dire, là il est là, je respire, ça y est, le type, il se dit, c'est bon. Je suis dans un être vivant, c'est bon, quoi. La gravité, moi, c'est pas mon truc. L'électromagnétisme, c'est pas mon truc. La loi, c'est le second principe de la thermodynamique, c'est pas mon truc. Tout à l'heure, quand j'étais là, oui, mais là, non. Là, maintenant, je suis dans un être vivant, c'est parti. On va s'éclater. Je vais dire des conneries dans les rencontres du ciel et de l'espace, je vais faire des trucs comme ça. Non. Non, non. Où que tu sois, atome, tu réponds aux mêmes lois. Et il n'y a pas de transition, il n'y a pas de rupture. Harold Horowitz, en 1955, se pose la question. Il se dit, si je prends une cellule vivante, ce qui est le plus simple, ça fait combien de bits? Combien d'éléments d'information? Binary digit. Et il trouve, ça fait alors, un octet, ça fait 8 bits, et donc il trouve, ça fait 6 gigaoctets, ça fait 6000 photos. Un être humain, tout le corps humain, alors je vous passe, il y a des tas d'études qui montrent qu'à chaque étape du vivant, on crée de l'entropie, sous la forme de lumière, et on multiplie le nombre de lumière. Alors, en 1944, Schrödinger est le premier, dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», à dire que la vie participe aux lois de la physique parce qu'elle augmente l'entropie et qu'elle est complètement dans la logique naturelle. Il est le premier à commencer à dire que la vie doit être traitée comme un objet physique naturellement et pas comme un truc bizarre. Si vous regardez
Comment on engendre dans l'entropie? L'élément le plus simple, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la pile énergétique avec laquelle on peut penser, on peut bouger, etc. Chaque fois que vous perdez un phosphate, elle est brisée, les combustions, ça fait l'énergie, ça fait des photons. Donc on peut calculer, c'est comme des euros avec lesquels vous achetez l'information. Vous avez de l'ATP, vous pouvez acheter une pensée, vous avez soulevé un truc, c'est votre pile énergétique, etc. Et avec elle, vous payez en entropie, vous payez en photons, en nombre de photons. Et si vous payez assez de photons, vous pouvez vous payer une pensée intelligente, vous pouvez écrire un bouquin, vous pouvez dire une connerie, peu importe, vous payez en ATP. Et j'ai fait le calcul du nombre de conneries qu'on peut dire du fait qu'on a des milliards d'ATP. 6 10 puissance 23 bits de conneries. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mole. Pour ceux qui vous rappellent, vous savez, dans 1 gramme d'hydrogène, vous avez 6 puissance 23 atomes, dans 12 grammes de carbone, vous avez 6 puissance 23. Il se trouve que vous avez vous avez un compte en banque de 6 10 puissance 23 conneries que vous pouvez dire en termes d'information. Et ça veut dire que vous avez assez d'énergie dans votre ATP, dans vos cellules, pour générer autant d'entropie que vous voulez, pour que ça contrebalance, mais complètement, chacune des étapes de duplication de l'ADN, etc., dans le vivant. Et ça ne se passe pas à des grandes échelles, ça se passe à l'intérieur de votre corps, ça se fait à toute petite échelle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que des atomes se déplacent, font un truc dans votre corps, une pensée, du circuit électrique dans vos neurones, etc., localement, ça crée l'entropie. Et donc, oui, il y a un sens de l'univers, s'il y a une propension de l'univers à aller dans cette direction d'une organisation tout le temps, de plus en plus grande, et c'est très important pour moi de le dire aujourd'hui, parce que si on dit aux gens le monde va faire toujours plus de chaos, alors à ce moment-là, on arrive à ce que disait Lévi-Strauss, qui disait les sociétés modernes sont des sociétés qui font de l'entropie, des sociétés chaudes, qui ont de plus en plus de désordre, il ne faut surtout pas créer des sociétés modernes, il ne faut pas vivre ensemble, il faut aller dans les sociétés primitives, aller dans des huttes. Moi, je ne peux pas, ça fait chier, il n'y a pas de chauffage et tout ça. Et donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Bon, Lévi-Strauss, il dit pas, c'est pas n'importe qui, mais je veux dire, il faut faire attention parce qu'après, ça diffuse. Et donc, on ne vit pas dans un monde qui est à la place de chaos, on vit dans un monde qui s'organise. Et pour conclure, j'ai plus que 0, moins 2, et pour conclure, je dirais la chose suivante, c'est que, je le remets dans un contexte sociétal. D'abord, j'étais sur le fil du rasoir, et là, maintenant, je suis complètement... Mais ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre l'effet de la prolifération de la lumière qu'on appelle le réchauffement climatique. Parce que du fait de l'effet de serre, le nombre de photons augmente. Un photon visible rentre sur Terre, il est multiplié par 20 photons infrarouges, puis comme ils ont une plus grande longueur d'onde, ils ne peuvent pas repasser par... Ils sont réfléchis par l'atmosphère à cause du méthane et du CO2 qui est là, puis il revient, etc. Donc l'entropie augmente, c'est pour ça qu'il y a du désordre qui augmente, qu'il y a un dérèglement climatique. Mais bon, on est confronté à ça parce que les photons ne peuvent pas partir. Donc on a un compte en banque qui est bloqué, on ne peut pas payer. Et donc c'est un problème grave. Et il faut vraiment faire quelque chose, on est d'accord. Moi, je ne veux pas faire celui qui fait la leçon aux gens. On a tous compris ça. Il y a une éco-anxiété aujourd'hui qui est grave parce qu'on a tous peur du futur, etc. En plus de ça, il y a la pandémie. En plus de ça, il y a la chute de la biodiversité. En plus de ça, il y a la pollution, etc. Donc c'est la merde. Mais il y a quand même un truc qui m'intrigue. C'est que tous ces problèmes qui arrivent en même temps sont des problèmes à l'échelle planétaire. Et nous qui sommes astrophysiciens et qui cherchons des lois universelles, voilà ce que je vois. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes planétaires aujourd'hui, au moment où, pour la première fois dans l'histoire, les Nations Unies ont fait une prédiction de la croissance de la population mondiale qui va se stabiliser autour de 10 milliards dans les quelques décennies à venir. Or, lorsqu'un être vivant atteint une taille stable, il devient adulte et responsable. Nous sommes en train de devenir un biosystème adulte humanité. Et ça me donne à penser qu'on est confronté à des problèmes qui dépassent les présidents de nos pays, nos petites nations, etc., à un nouveau changement de paradigme analogue à ceux qu'on a vécu en physique. Et souvent, en physique, quand il y a eu des changements de paradigme, il y avait des signes avant-coureurs qui étaient des étranges coïncidences de choses qui se passaient en même temps qui étaient troublantes. Et là, effectivement, il y a une étrange coïncidence de problèmes planétaires à différents niveaux. Au moment où on va atteindre cette stade adulte et au moment où, pour la première fois, nous disposons d'un moyen de communication instantané à l'échelle planétaire qui s'appelle Internet. Cette coïncidence-là globale me fait penser que dans cette histoire de l'organisation et de la structuration de l'univers en structures de plus en plus complexes, peut-être que l'étape suivante qui suit cette propension de l'univers à s'organiser, c'est d'avoir un biosystème organisé à l'échelle planétaire qu'on appellerait l'humanité qui agit ensemble. Là, c'est ma vision naïve et je vais conclure là-dessus.